Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. L'actualité nous oblige à revenir vers vous et à partager avec vous cette nourriture de l'esprit pour que chacun puisse comprendre les tenants et les aboutissants de la politique de la région des Grands Lacs et singulièrement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 27e rendez-vous, nous allons décortiquer avec vous un seul point, un petit point, mais qui est aussi un grand point. Que peut faire Faure Gnassingbé? Tout le monde sait que le président togolais a été finalement désigné médiateur du conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda ou qui oppose la République démocratique du Congo, le gouvernement Tshisekedi, au M23 FC, c'est long. Alors, c'est sans surprise que le président Faure Gnassingbé a été confirmé médiateur dans ces conflits. Il succède plus à Joël Lourenço, le président angolais, qu'à Uhuru Kenyatta. Parce que, comme nous le savons, le mort-né de 5 médiateurs désignés, ils n'ont pas été en fonction, ils n'ont jamais, comme nous disons, mort-né, ils n'ont jamais dit un seul mot. Et Uhuru Kenyatta, qui avait commencé, se voit retirer les dossiers. Donc, on peut enfin dire, enfin, un chef d'État en fonction prend les choses en main, succédant à un autre chef d'État en fonction. Nous le savons, les 5 médiateurs proposés étaient tous des chefs d'État, des ex-chefs d'État. Maintenant, la donne qui change, c'est que c'est un chef d'État en fonction qui succède à un autre chef d'État en fonction. Et cela pour le Congo ou les Congolais, ou pour même la médiation, il y a un double avantage à bénéficier. Le premier avantage est que le président Faure est francophone. Et comme francophone, il va arbitrer un conflit qui oppose un pays francophone d'abord, le plus grand pays francophone d'Afrique, et donc, il se mettra au même diapason des problèmes et des explications que les Congolais vont lui donner pour comprendre réellement ce qui se passe. Le deuxième avantage, c'est qu'il va rendre compte à Lourenço, le président Lourenço, avec espoir que la solution sera trouvée dans l'espace d'une année de la présidence tournante du président Lourenço. L'avantage, c'est que le président Lourenço a préparé ses dossiers, connaît ses dossiers, comme, je pourrais dire, comme le bout de ses doigts. Donc, la lecture du dossier, la compréhension du dossier et l'avancement dans ces dossiers peuvent être un grand avantage pour la solution que tout le monde attend. Donc, ces deux avantages-là donnent un espoir que le conflit peut évoluer jusqu'à la solution que tout le monde attend. Et comment la région peut-elle profiter à la nomination du nouveau médiateur? C'est ça la question. Comment la région peut profiter de la présence de Faure Gnassingbé? D'abord, tout dépend de sa personnalité et de son sérieux. Vous savez, dans les négociations, l'aura, le charme, la personnalité du médiateur compte beaucoup. Donc, tout va d'abord dépendre de sa personnalité. 2, tout va dépendre de la compréhension qu'il a ou qu'il aura de ces dossiers, de ces conflits complexes de Grands Lacs, singulièrement de la République démocratique du Congo. Pour bien manager, il faut comprendre, il faut appréhender. 3, tout va dépendre de la confiance que les partis au conflit vont donner au médiateur. Et la confiance, comme tout le monde le sait, la confiance ne se donne pas, ça se mérite. Et surtout par le travail, par le sérieux qu'on donne à la mission qu'on lui a assignée. 4e point, tout va dépendre de l'analyse profonde et approfondie de ces conflits. Le conflit, il est complexe, il est multiforme, il est transnational, si je peux ainsi dire. Alors, pour lui, il s'agira, 1, de se placer dans une perspective alternative. Qu'est-ce que nous entendons par perspective alternative? Vous savez, il y a 2 lectures de ces conflits. Soit, il part du principe que le conflit oppose avant tout le Rwanda à la RDC, et donc, si le conflit oppose le Rwanda à la RDC, cela signifie que il doit régulièrement
parler avec les deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Ça, c'est le premier point ou la première perspective où il se met dans une perspective interne qui dit que le conflit oppose Tshisekedi au M23 AFC. Donc, s'il part de cette analyse-là ou de ce point-là, que le conflit est interne, que le conflit en République démocratique du Congo, c'est un problème de gouvernance, ça n'a rien à voir avec les pays voisins, alors là aussi, c'est sa démarche qui va déterminer la compréhension du conflit. Donc, cette donne-là, entre choisir la première perspective que le conflit, pour être résolu, il faut faire impliquer Tshisekedi et Kagame, soit il faut simplement les groupes armés à l'interne, c'est cela qui va déterminer la réussite ou l'échec de Faure Gnassingbé. Alors, ce que Faure Gnassingbé doit faire pour réussir, selon nous et selon la donne à notre disposition, Faure Gnassingbé doit d'abord une chose, c'est démarquer de la position de l'Union africaine. Nous savons que l'Union africaine n'a jamais condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. L'Union africaine n'a jamais demandé au président Paul Kagame de retirer ses troupes. Donc l'Union africaine est restée à fond. Donc lui, il doit se démarquer. Il doit prendre le dessus sur l'Union africaine. Et donc, il doit, s'aligner sur la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment qui tourne autour de la résolution 2773. Il doit aussi s'aligner sur la position partagée par les États-Unis et l'Union européenne. Cette position qui a été encore rappelée par Massad, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique. Cela consiste en quoi? La position du Conseil de sécurité, la position des États-Unis et la position de l'Union européenne consiste en quoi? Consiste, 1, à condamner l'agression du Congo par le Rwanda. 2, à exiger du Rwanda de se retirer du territoire congolais. Cela signifie en clair que exiger du Rwanda de respecter la souveraineté de la RDC et l'intégrité du territoire congolais. Et troisième point, arrêter tout soutien au M23. Arrêter tout soutien militaire, tout soutien en équipement, tout soutien humain au M23. Donc voilà la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, la position de l'Union européenne et la position des États-Unis. Ces trois positions ou cette position cumulée aboutit à des sanctions. Deuxième point, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre langue avec la MONUSCO pour voir comment elle peut participer, la MONUSCO peut participer à une approche proactive du retour de la paix. La MONUSCO est en RD Congo, on ne peut pas ne pas le reconnaître, il faut prendre langue avec, il faut prendre langue avec Bintou Keïta pour voir comment participer à mener la paix dans la région. Et dans cela, il doit rapidement obtenir la réhabilitation-réparation de l'aéroport international de Goma pour permettre l'aide humanitaire d'atterrir, pour permettre de secourir, de sauver des vies humaines qui sont sinistrées. Donc ça aussi, c'est vraiment sans délai. Il doit à tout prix faire cela, réhabiliter l'aéroport de Goma, parce que sinon lui-même aussi ne sera pas arrivé à Goma. Il sera obligé de passer par le Rwanda, ce qui n'est pas commode. Donc voilà un peu ce que Faure Gnassingbé doit faire pour réussir sa mission. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est quoi? Ce qu'il ne doit pas faire, selon notre entendement, accepter la fusion de deux processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Nous verrons pourquoi. Il ne doit pas accepter cette fusion. Prendre avec réserve les négociations de Doha. Sauf si les négociations de Doha impliquent directement les deux autorités gouvernementales. C'est-à-dire, si le processus de Doha implique directement le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, il le prend. Mais si ça s'exclut le président Kagame, il ne doit pas l'endosser. Et voici les causes. Pourquoi il ne doit pas accepter la fusion des deux processus, la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi? Les raisons sont simples. Le processus de Nairobi traite du conflit sur le plan interne uniquement, de 2 à 6 jours, parce que le processus de Nairobi demande
de prendre langue avec les groupes armés nationaux d'abord, c'est-à-dire les désarmés. Or, à ce jour, tout le monde sait que les groupes armés nationaux ou les locaux sont devenus des volontaires pour la défense de la patrie. Ce que nous appelons communément les Wazalendo. Donc, il n'est pas, et ils répondent à l'article 64 de la Constitution de la RDC. Défendre l'intégrité du territoire congolais quand il est menacé. Quand elle est menacée plutôt. Donc, il serait hasardeux de dire désarmons les Wazalendo. Aucun Congolais ne va l'accepter à l'heure qu'il est, parce que cela signifie pratiquement livrer le pays à l'ennemi. Donc ça c'est la première raison qui fait qu'il ne doit pas fusionner les deux processus. La deuxième raison, c'est que les négociations de Doha, qui excluent le rôle du Rwanda dans le conflit, montrent qu'il n'y a aucun soldat rwandais sur le sol congolais. Ce qui contredit effectivement, comme nous l'avons dit, la résolution 2773, qui contredit les sanctions des États-Unis, qui contredit les sanctions de l'Union européenne. En clair, le problème du Rwanda, qui est le problème des FDLR, des Hutus génocidaires qui sont sur le sol congolais, n'est pas abordé ou simplement est relégué au second plan. Et quelle est la conséquence? Si le problème des FDLR n'est pas abordé suffisamment, si la neutralisation des FDLR n'est pas mise sur la table, c'est qu'il y aura possibilité que la guerre reprenne. C'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans, une autre rébellion sort des laboratoires pour dire, écoutez, nous, le Rwanda est en difficulté, le Rwanda doit se défendre, c'est une question existentielle, le Rwanda doit attaquer la RDC parce que la RDC regorge, la RDC garde à travers lui, garde devers lui les génocidaires qui risquent de créer ou de commettre un deuxième génocide. Donc le problème du Rwanda doit être posé sur la table. C'est pourquoi la première démarche qui consiste à faire parler le président Tshisekedi et le président Kagame est très importante. Cette démarche-là, qui s'ajoute à la résolution 2773, qui s'ajoute à l'appel des États-Unis, qui s'ajoute aussi aux sanctions de l'Union européenne, doit être prise en compte pour résoudre une fois pour toutes le problème de la sous-région. Parce que cette guerre ou cette déstabilisation dure depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, cela signifie que cette guerre dure même avant que Félix Tshisekedi ne soit président de la République. Cette guerre dure même que avant et pendant que Joseph Kabila fut président de la République. Et comme vous le savez, le gouvernement rwandais le répète à tout moment que la RDC est là pour déstabiliser le Rwanda. La RDC est là pour créer des difficultés au Rwanda et que le Rwanda doit se défendre parce que c'est une question existentielle. Et il faut vider cette question existentielle pour que la paix revienne d'abord en République démocratique du Congo